Aymeric Caron. Bonjour Aymeric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Merci nous allons parler de votre livre dans un instant et d'un débat qui anime la société autour du véganisme. Aussi, on aimerait vous entendre là-dessus. Mais dites-moi, on ne vous voit plus. La télé, c'est fini ? Bah si, on me voit regarder, je suis avec vous ce matin. Parce que vous publiez un livre, mais parce que mon travail aujourd'hui, mon métier, c'est d'écrire des livres. Alors, est-ce que ça changera un jour ? Peut-être. En tout cas, c'est vrai qu'après avoir fait un petit peu de télé pendant quelques années, après avoir été assez exposé dans une émission qui faisait beaucoup polémique, j'ai eu besoin, certainement, en effet, de prendre un peu de recul. Et puis surtout, j'avais envie de dire des choses autrement. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on est dans un rôle de chroniqueur, surtout lorsqu'on fait des interviews politiques, on peut avoir une pensée, une parole réduite. Et donc ne ressortent de vous que des petits bouts, des petites phrases qui n'expriment pas forcément la globalité de ce que vous avez envie de dire. Ça devient gênant à un moment, on est enfermé dans un personnage. Et puis le temps de la télé... personnage dont n'est pas couché, vous était très loin de vous. Pas très loin, c'était une partie de moi, mais cette partie ne suffisait pas à me résumer, surtout ne me permettait pas forcément de dire tout ce que j'avais à dire. Et puis le temps de la télé, vous le savez bien, surtout lorsqu'on travaille dans une chaîne info, dans une émission hebdomadaire, c'est un temps très court qui empêche parfois la réflexion. Et donc, j'avais besoin aussi de prendre du temps pour dire des choses. C'est vrai que du coup, maintenant, mon timing, c'est 1 an pour écrire un livre. Et puis Mais vous avez des propositions que vous avez refusées ? Alors, en télé, ce qui s'est passé, c'est que... Oui, enfin, on m'a proposé des choses. Quasiment toutes les chaînes m'ont proposé, à un moment ou à un autre, de venir, par exemple, pour intervenir dans tous les débats d'actualité. J'ai systématiquement refusé. Justement, je ne voulais pas me retrouver autour d'une table à recommenter l'actu, etc. Ça ne m'intéressait pas. En revanche, un grand rendez-vous d'actu, un grand rendez-vous, non, ça n'a pas été abordé. Et moi, je n'ai proposé ça à absolument personne, puisque moi, de toute façon, j'avais envie, pendant un certain temps au moins, de passer à autre chose. Alors, avant de parler de votre livre, je voulais quand même que vous commentiez un peu l'actu. Ce matin, Édouard Philippe a annoncé des mesures un peu importantes sur la transition écologique. On a l'impression qu'on... Il n'y a aucune mesure sur la transition écologique, ça c'est une blague. Avec, par exemple, la fin des chaudières à fioul d'ici 10 ans, avec un objectif précis. Ouais. Le fait de continuer la taxation sur le diesel. Vous pensez qu'on va dans le bon sens ou vous pensez que tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin ? C'est vraiment de l'enfumage. Enfin, et pour le réchauffement climatique, c'est pas bien l'enfumage. Donc, non. ça pollue. Non, écoutez, on a un gouvernement qui est absolument pas écolo. Là, toute l'histoire de l'augmentation du diesel, c'est vraiment se raccrocher aux branches que d'essayer de nous faire croire que c'est pouvoir par souci de l'environnement. On a Emmanuel Macron qui ne tient aucune des faibles promesses qu'il avait données en ce qui concerne le réchauffement climatique. D'ailleurs, la France ne respecte pas ses objectifs de l'accord de Paris. Vous savez qu'en 2017, on a des émissions de gaz à effet de serre qui ont augmenté alors qu'elles devraient baisser. Sur toute la question du vivant, ce gouvernement est complètement à côté de la plaque. Sur la condition animale, par exemple, Macron n'a pas tenu sa promesse qui était de supprimer les élevages de poules en cage ou d'installer des caméras dans les abattoirs. C'est la loi alimentation qui a été vidée de sa substance. Absolument. On a un ministre de l'Agriculture qui nous explique que les végétariens, ça l'ennuie terriblement, qu'il ne veut pas essayer les menus de substitution, en tout cas au moins 1 fois par semaine dans les écoles. On a un modèle... On a tout faux. Ah, mais complètement. On a vraiment un gouvernement qui s'en contrefou de l'écologie. Donc, si vous voulez, s'ils arrivent un jour en nous disant, là, comme en ce moment avec la crise liée à la crise, en tout cas d'opinion liée à la question du prix de l'essence, et qu'ils nous sortent un argument écolo derrière, c'est vraiment... C'est ce qu'ils ont fait. Oui, c'est ce qu'ils font. Je dis, c'est vraiment se moquer du monde. Et pourtant, il avait commencé en disant « Make our planet great again ». Donc c'était du mensonge en faisant film depuis. Et de la com. Oh là là, mais Emmanuel Macron aurait-il menti ? Mais ce serait vraiment surprenant. On va revenir sur votre livre. Alors dans le livre, vous parlez du devenir de l'humanité. Vous dépeignez un portrait d'abord au début peu flatteur de l'homme d'aujourd'hui. Vous le dites d'ailleurs vous-même, vous êtes à 2 doigts de devenir misanthrope. Ça veut dire que plutôt que d'essayer de changer l'homme, vous le rejetez ? Ah non, si j'écris ce livre, c'est pour essayer de le changer. Enfin, on peut tous changer. On participe tous à son changement. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans ce livre. C'est-à-dire qu'on a tous, au quotidien, une responsabilité énorme dans le devenir de l'humanité et donc du représentant de l'humanité que nous sommes aujourd'hui, à savoir Homo sapiens. Et j'explique simplement que depuis l'apparition de l'humanité, il y a 3 millions d'années environ, il y a eu un certain nombre d'espèces qui se sont succédées, une quinzaine d'espèces d'homo, et qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes l'Homo sapiens. Ça veut dire quoi, Homo sapiens ? Un homme intelligent, sage, raisonnable, intelligent sans doute. Alors vous faites une définition de l'Homo sapiens plutôt mauvais, méchant, égoïste, belliqueux. C'est ce qu'il est. Il n'est absolument pas raisonnable, il n'est absolument pas sage. Et je dis donc que l'Homo sapiens va disparaître, c'est une évidence de l'évolution, tout simplement, que nous allons sans doute accélérer à cause de nos propres comportements, c'est-à-dire que nous risquons de mettre un terme à notre propre espèce prématurément.
en raison de l'Anthropocène, dont on va peut-être reparler dans un instant, puisque nous détruisons tout le vivant autour de nous, et cette destruction du vivant va avoir une influence sur notre propre existence à nous. La question est de savoir aujourd'hui si c'est l'humanité qui se termine, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de représentants du genre Homo après nous, ou si on invente une autre espèce humaine qui nous remplacera, plus sage. Ça, c'est votre théorie. C'est ma théorie. C'est Optimiste. Vous appelez l'homo ethicus. Je l'appelle homo ethicus, c'est-à-dire l'homme qui considère que la moralité, la morale, l'éthique doit être au cœur de toutes ses réflexions et de tous ses agissements. C'est ça. Ce passage de l'homo sapiens à l'homo ethicus, il va se faire dans la douleur. C'est ce que vous dites un peu dans le livre. Bon, l'histoire de l'homme se fait de toute façon dans la douleur. Alors la question, lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, en tout cas dans des siècles récents, c'est-à-dire à partir du moment où nous avons été en mesure nous-mêmes de créer le mal en grande dimension ces siècles derniers, depuis la révolution industrielle, mais même avant, quand on regarde l'histoire de l'humanité, des invasions, des guerres permanentes, on se rend compte que de toute façon, l'humanité a toujours évolué par crise. Alors, au siècle dernier, c'était des crises gravissimes, fondamentales, les guerres mondiales par exemple, mais pas que. Et à chaque fois qu'il y a un cataclysme, tout à coup on en tire les leçons. Après la Seconde Guerre mondiale, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, ça a été par exemple le programme du Conseil national de la résistance qui a permis de faire émerger tout un programme social extrêmement important, parce que tout à coup les gens se rendent compte comment dirais-je, des atrocités dans lesquelles justement notre égoïsme, notre aveuglement nous ont menés. Ils se disent il ne faut plus jamais ça. Donc on dit ça y est, on repense à nouveau l'humanité, donc on pense solidarité, etc. Et puis on oublie tout ça au fil des années. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je ne sais pas quel. Là, l'homme est aveugle pour vous. Il ne voit pas ce qui se passe. Pour moi, dans une phase de crise intense, je suis extrêmement inquiet sur ce qui va se passer dans les 20 ou 30 ans à venir. Quand je dis ça, c'est extrêmement sérieux. Je ne sais pas du tout quelle forme va prendre cette nouvelle crise mondiale, planétaire. Je ne dis pas que ce sera la Troisième Guerre mondiale, je ne suis pas un catastrophiste à ce point-là, mais il faut vraiment s'inquiéter. Le GIEC nous dit nous avons 20 ans pour réagir. C'est pour ça que le livre s'appelle Vivant, mais c'est un livre à la fois de politique, c'est un livre de science, c'est un livre de philosophie. Oui. Parce que ce qui est en train de se passer, et dont personne ne semble avoir conscience parmi les politiques, ceux qui nous dirigent, c'est qu'on va au-delà de crises gravissimes. Donc, c'est quoi C'est-à-dire, il y a eu cet appel là, des 15 000 scientifiques du monde entier. Personne n'a réagi. Personne. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, c'était l'année dernière, 15 000 scientifiques dans 184 pays qui écrivent une grande tribune. Demain, il sera trop tard. Ça nous parle du réchauffement climatique, bien sûr. Mais pas que. Mais rien que le réchauffement climatique en lui-même va avoir des conséquences absolument catastrophiques. Non, il faut en parler. Il faut juste le dire. On ne le dit pas assez. C'est quoi ces conséquences ? Ça va être, bien évidemment, un réchauffement des températures. Ça veut dire des sécheresses, des inondations, des déplacements de population, des épidémies, des guerres. Il va y avoir des conflits. Parce que quand vous allez avoir, par exemple, en plaine de Chine, qui va devenir, dans quelques décennies, l'endroit le plus chaud de la planète, et tout à coup, des déplacements de population, on s'attend par exemple à 400 millions de déplacés de cette région qui ne pourront plus y vivre. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand au Bangladesh, on va avoir des inondations qui vont faire en sorte que les gens ne pourront plus habiter à Dhaka, 20 millions de déplacés. On va avoir des mouvements massifs de population, des épidémies qui vont se développer. Quand on voit aujourd'hui l'hystérie qui se dessine autour de 60 réfugiés perdus en Méditerranée que personne ne veut accueillir, moins de 100 personnes. On va faire quoi quand ce sera 10 millions de personnes qui ne pourront plus être chez eux et qui vont devoir aller trouver refuge dans un autre pays ? On fera quoi ? Mais comment vous expliquez qu'il n'y a pas de prise de conscience et que vous êtes ultra minoritaire sur ce que vous dites, y compris dans les autres aspects du livre sur la nutrition dont on parlera tout à l'heure ? Parce que ce dont on est en train de parler, c'est une vision, c'est même plus du long terme, c'est du moyen terme, mais en tout cas qui va complètement à rebours de la vision à court terme, qui domine complètement le temps politique aujourd'hui. Et tous ceux qui sont au gouvernement, dans toutes les puissances occidentales, mais également dans le reste du monde, ce sont des gens qui sont uniquement accrochés à des objectifs personnels liés à leur carrière, liés à leurs intérêts d'amitié, et qui défendent des politiques qui ont provoqué la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui l'entretiennent aussi. Évidemment, il y a une remise en cause totale de notre manière de vivre dans les dénonciations qu'on fait aujourd'hui, que font les scientifiques ou quelques philosophes ou quelques auteurs comme moi. On en reparle dans un instant. Restez avec nous, on est là dans 2 minutes. À tout de suite. De notre émission avec Aymeric Caron. Merci d'être avec nous, Aymeric. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Vivant. On continue à en parler. C'est chez Flammarion. Avec vous, Monia.
Oui, Émeric Caron, dans votre livre, vous nous racontez justement que l'Homo sapiens est en train de s'auto-détruire. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que, selon vous, l'affaire des enfants de l'Ain, c'est un signe de cette autodestruction de notre espèce? Alors, les enfants de l'Ain, ce sont ces bébés qui sont nés sans bras. Hein, Oui, ce qu'on appelle sans bras, parce qu'en réalité, c'est pas forcément... Des moignons, quoi. Oui, ça dépend, il y a des cas extrêmement différents. En tout cas, ce sont des malformations sur, effectivement, la partie du bras. Donc, ça peut être la main, ça peut être... Bon. Et vous avez raison. En effet, c'est un exemple parmi d'autres. La pollution de l'air, par exemple, c'est 7 millions de morts dans le monde chaque année. Ça, c'est des chiffres qu'on commence à avoir. Peut-être qu'on va découvrir qu'ils sont autres en réalité. C'est 600 000 enfants, la pollution de l'air. Et effectivement, les enfants de l'Ain, par exemple, ce sont ces enfants qui naissent avec des malformations. Et on découvre quelques années plus tard que finalement, ils sont assez nombreux dans la même région à avoir le même genre de malformation. On se demande ce que c'est. Et effectivement, on a de fortes suspicions sur le fait que c'est lié aux pesticides. Voilà, il y a des suspicions. Il y a une enquête en cours. Pour l'instant, il y a Une pas enquête qui a failli être empêchée. Il n'y a pas de certitude scientifique. Mais non, il n'y a pas de certitude. Et ça va être très compliqué de toute façon d'avoir des certitudes. Parce qu'on voit bien que l'exposition, les mamans, où elles ont passé leur grossesse, quels pesticides ont été mis, c'est quasi impossible d'aller prouver une causalité. En revanche, ce qui est très clair, et là c'est prouvé, c'est que tout ce qui est perturbateur endocrinien, des pesticides aussi, il y a des vraies maladies professionnelles qui sont reconnues chez des agriculteurs. Par exemple, là, il y a une certitude oui, mais à un moment, il scientifique. faut être sérieux. C'est-à-dire que quand on sait, et comme vous le dites très bien, Gérard, il y a des maladies qui ont été reconnues chez les agriculteurs qui utilisent ces pesticides. Et quand on peut très bien imaginer qu'il est tout à fait logique que des gens qui habitent à côté des champs où on déverse ces pesticides qui donnent des maladies aux agriculteurs. Une histoire de dose-effet, une histoire de durée d'exposition. Absolument. Aussi, mais en tout cas, il faut qu'on creuse la question pour avoir des certitudes sur le sujet. Mais on est quasiment sûr que c'est lié. C'est ce qui est en train d'être fait de manière, non pas émotionnelle, parce qu'on voit que l'émotion est très forte, mais de manière un peu plus scientifique pour essayer de prouver les choses. Ce qui est prouvé par contre, et ce qui est très inquiétant, c'est la recrudescence d'un certain nombre de maladies. Le diabète chez des enfants, des gamins de moins de 3 ans qui deviennent diabétiques par exemple, les malformations gynécologiques en particulier qui sont en train d'exploser aussi. Ça, c'est clairement lié à des perturbateurs endocriniens. Et là, on n'a pas de doute sur la cause. Oui, absolument. Je voulais revenir sur votre livre. Votre raisonnement va très très loin dans le respect de la planète qui nous entoure et des végétaux. Vous dites même à un moment que vous êtes en fraternité avec les végétaux étant doués de sensibilité. Est-ce que ça ne décrédibilise pas complètement ce que vous dites avant sur le respect des animaux, etc. Parce que voilà, on franchit un cap supplémentaire qui, du coup, pour beaucoup des gens qui nous regardent, le végétaux n'a pas d'âme. Les végétaux n'ont pas d'âme. Alors, c'est deux choses. Avoir une âme, là, quand vous dites âme, on est quasiment dans une vision religieuse des choses. Pourquoi pas? C'est un regard qu'on peut respecter. Effectivement, quand je dis que je suis en fraternité avec les arbres, je veux dire par là que lorsque je vais dans un jardin, effectivement, j'ai du respect pour cette vie-là également. Alors, je ne parle pas aux arbres, comme certaines personnes le font, même s'il y a des théories selon lesquelles... Vous ne les prenez pas dans les bras? Non, je ne les prends pas dans les bras parce que je me dis que justement, ça c'est la limite. Mais j'ai voulu répondre dans ce livre-là justement aux questions qui sont posées depuis quelques années. Il y a notamment eu le livre de ce forestier allemand, Peter Volleben, qui a un petit peu bousculé les esprits en disant, lui, il nous dit, oui, les arbres ont de l'intelligence, ils pensent, ils sont sensibles, ils souffrent, etc. Et j'ai voulu prendre un peu de recul justement par rapport à ça. Donc, contrairement à ce que vous dites, Thierry, je pense que justement, j'ai dit attention, ne tombons pas dans l'anthropomorphisme végétal, puisqu'il y a, et le livre est scientifique aussi, j'explique scientifiquement quelles sont les différences de sensibilité entre un animal et un arbre, en expliquant le système nerveux, etc. Donc, je fais une différence fondamentale entre une salade, un chêne, un chien et un humain. Il y a des différences, et j'essaie d'expliquer ce que ces différences occasionnent comme comportement de notre part. C'est-à-dire qu'effectivement, je mange par exemple des végétaux, évidemment, mais je ne mange pas le chien. Parce qu'il n'y a pas le même préjudice sur un épi de maïs que sur un chien. Vous mangez quoi exactement? Alors aujourd'hui, vous mangez plus de viande, vous mangez plus de poisson, plus d'œufs, non? Eh bien, tout le reste. Non, je ne mange plus ni animaux ni produits animaux. C'est ça. Mais voilà, donc je me nourris de végétaux, et dans les végétaux, on trouve absolument tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, Gérald? On peut être dans on a bonne eu santé. cette discussion un jour à table. Alors ayons-la maintenant. Moi, j'aime bien la position d'Émeric parce qu'il mange des œufs, par exemple, à condition qu'il y ait un élevage de poules respectueux. Et c'est cette notion de respect et d'éthique. Donc, c'est pas une position dogmatique. Attends, là aussi, je vais te préciser, c'est pas juste être respectueux comme on l'entend parfois, les poules avec le zéro dessus, c'est-à-dire elles ont été bien nourries, elles ont un petit espace pour sortir. Non, c'est mes propres poules. C'est-à-dire, ou une poule d'une ferme dont je sais que les poules ne seront pas tuées lorsqu'elles ne seront plus productives. Il ne s'agit pas simplement d'être dehors, c'est-à-dire je n'utilise pas simplement
énormément l'animal pour le bénéfice qu'il m'accorde, mais je respecte sa vie même lorsqu'il ne m'apporte plus rien et qu'il peut juste profiter de sa vie. Et vous disiez, pour le reste, je mange des végétaux. Est-ce qu'on peut avoir un état de santé correct en ne mangeant plus alors, de déjà, viande, de de quoi poisson? on parle? Parce qu'on parle, Voilà. il y a les végétariens qui ne mangent pas de viande, il y a les végétaliens qui ne mangent pas de viande non plus, mais ils ne mangent aucun produit d'origine animale. Ça veut dire qu'ils ne vont pas manger, par exemple, du miel, ils ne vont pas manger des œufs, bien sûr, ils ne vont pas manger de poisson. Et puis, il y a le mode de vie vegan, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il y a un tel respect, il y a une philosophie de vie avec c'est pas de blouson en cuir, pas de chaussures en cuir, parce que ça vient de produits effectivement animaux. Alors sur les végétariens, là, toutes les études sont très concordantes. Non seulement ils ont un état de santé qui est aussi bon que les autres, mais j'allais dire il est même meilleur cet état de santé, parce qu'il y a moins de maladies cardiovasculaires. Et ce qui est quand même très nouveau sur les recommandations de santé et de nutrition, c'est qu'il y a 40 ans, on vous disait il faut manger de la viande tous les jours, et si vous n'avez pas de viande à tous les repas, mais ça c'était la suite aussi de l'après-guerre où il y avait eu des privations, vous ne ferez pas un bon repas, vous aurez des carences en fer, etc. Maintenant, l'Organisation mondiale de la santé, non seulement revient sur ce dogme-là, mais fait complètement machine arrière en disant il ne faut pas trop manger de viande, il faut manger moins de viande, dans un intérêt à la fois collectif, écologique, mais surtout dans un intérêt individuel aussi. C'est-à-dire qu'on a tous intérêt à manger moins de viande, 2-3 fois par semaine, mais guère plus. Et on voit que les conséquences individuelles, elles seraient très bonnes, parce que moins de maladies cardiovasculaires, moins de maladies métaboliques, moins d'obésité, sans forcément de carence. Alors les végétaliens et les véganes, il n'y a pas forcément de conséquences négatives, à condition quand même. Et là, je pense qu'il faut faire très attention chez les enfants, il faut faire très attention chez les femmes qui allaitent, parce qu'il y a un certain nombre de carences qui peuvent avoir lieu, de vitamine B12, de vitamine D, si c'est mal conduit comme régime, régime vegan. Gérard, pardon. Hein, Fer et calcium aussi. mais non, mais Fer et ça calcium n'a pas aussi. beaucoup de sens. Pardon, le tableau que je viens de voir. Vous pouvez le remettre? Ah ben, on va le remettre. Regardez, Oui. il y a C'est un le truc. docteur qui Non, l'a fait. Non, mais il y a un truc qui manque effectivement aux véganes, c'est connu, c'est la B12. Mais de toute façon, la B12 qui est censée être dans la viande, elle n'est même plus dans la viande de la production industrielle. Donc, de toute façon, les compléments B12, même des omnivores devraient en prendre. Et donc, il faut juste supplémenter avec des petits cachets. C'est la seule chose qui manque. Mais le reste, regardez, carence végane, vitamine D, fer, calcium. Une fois de plus, c'est si on s'alimente mal. C'est-à-dire parce que tous les véganes, en réalité, font attention à équilibrer leur alimentation. Et tout ça, on le trouve dans les végétaux. Voilà pourquoi je dis quand c'est mal conduit. Et je pense notamment à un cas qui a été dramatique à Amiens, avec une maman qui allaitait son enfant et qui était végane, sans aucun contrôle. Alors, ni associatif, ni médical, ni nutritionniste. Et ça s'est terminé par un drame. Donc on peut manger végane, sauf on que peut ce être qui- en très sauf bonne que quand santé, vous- à condition sauf qu'il y ait un que quand encadrement. vous avez un enfant qui effectivement connaît un problème parce que les parents s'en occupent mal, ça peut arriver tout de suite, ça fait la une de l'actu. Mais alors le nombre d'enfants qui sont mal nourris par leurs parents avec des régimes omnivores dont on ne parle pas, et ils sont des milliers, voire des centaines de Ce qui est milliers. intéressant sur la Donc tendance, en fait, c'est tout de le voir monde doit que- faire attention il y a- à bien Eric, équilibrer son alimentation. Il y a 10 ans ou 20 ans, à les médecins observer disaient l'origine il ne faut des pas, c'est aliments. mauvais pour la santé. On est en train de complètement revirer de situation en disant c'est pas mauvais pour la santé, mais il y a un certain nombre de précautions, notamment chez les gens qui potentiellement sont fragiles. Il faut un encadrement Là, vous avez nutritionnel. raison. Dans le livre, vous parlez des viandales, qui est une contraction en fait de. Vous considérez les mangeurs de viande comme des vandales. Vous nous traitez, parce que je suis dedans, comme des cannibales. Ça va pas favoriser C'est le pas que variable. moi, c'est aussi la continuation de la pensée de Lévi-Strauss Oui, aussi, par mais exemple, qui s'interrogeait tout à vraiment fait. et qui Sur le utilisait manger le le même plus- terme de cannibale sur Tout à notre fait. rapport à la nourriture. Mais- Lévi-Strauss qui disait qu'un jour, nous regarderons les bouts de viande dans les vitrines comme l'une des preuves de l'époque barbare de notre histoire. Ma question, c'est est-ce que, d'employer des mots aussi violents, est-ce que ça peut favoriser le dialogue entre nous tous, les véganes qui sont quelquefois violents, le mot les de gens, viande- ceux qui sont moins violents et ceux qui mangent de la viande par plaisir? Ça fait Et mon des père. années, moi, maintenant que je parle de ces sujets-là. J'ai peut-être même été l'un des premiers en France à essayer d'expliquer publiquement les enjeux de ces sujets. Et par exemple, le mot de viandale, ça fait quelques années que je l'avais trouvé, je ne l'avais jamais utilisé. Et je pense que justement, on est à un moment où l'opinion s'est assez ouverte à ces questions-là pour essayer de leur expliquer pourquoi ce terme est juste et pourquoi, en effet, manger de la viande provoque une forme de vandalisme. Et sur les animaux, on l'a bien compris, mais également sur l'environnement. C'est ça qui est très important. On est en train de vandaliser la planète en mangeant de la viande. Merci beaucoup, Émeric. Et je rappelle le titre de votre livre chez Flammarion, Vivant. Merci à vous. Tout de suite, c'est LCI Midi.